Donc, merci beaucoup à tous de nous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire. Nous allons aujourd'hui parler décarbonation. Donc, on va un peu vérifier qu'est-ce que c'est un bilan carbone, pourquoi il faudrait décarboner, comment le faire avec un bilan carbone, ou aussi quelles sont vos options sans bilan carbone, et les aides étatiques qu'il y a en lien avec tout ça. Donc, je vais juste changer de slide. Voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Elisa Mendes, je suis conseillère technologie et environnement à la Chambre des métiers et je fais partie de l'équipe aussi de la House of Sustainability qui est un partenariat entre la Chambre de commerce et la Chambre des métiers et qui organise du coup tous les Sustainability Cycles qui sont des événements à chaque mois avec un thème spécifique. Cet événement en fait donc partie. Vous aviez peut-être déjà vu le programme sur la fiche d'inscription pour l'événement. Vous verrez qu'il a été légèrement ajusté. J'ai vu un petit commentaire dans le chat, un sujet. Désolée, je vérifie juste. Il semble avoir un problème avec la traduction. Non, c'est bon. Donc voilà. Le programme pour aujourd'hui a légèrement été ajusté. Donc, nous avons Jefferson Conchi de chez COCERT qui nous expliquera le bilan carbone et quelle en est l'utilité. Samuel Gilson de la Climat Agence nous parlera des options de décarbonation aussi sans bilan carbone et nous donnera aussi les objectifs de décarbonation du pays. On a 2 success stories aujourd'hui avec nous. Et nous avons 2 personnes donc du côté Chambre des métiers et une personne du côté de Lux Innovation qui nous présenteront les aides étatiques. On clôturera donc par une séance de questions-réponses. N'hésitez pas, ne soyez pas timide à la fin de l'événement pour poser vos questions à l'oral ou dans le chat. Donc sans attendre, on va commencer et je passe la parole à Monsieur Conchi. Je vous laisse également partager votre écran pour montrer votre présentation. Monsieur Conchi, vous arrivez à partager votre présentation? Votre micro, le son est éteint. Vous arrivez à remettre le son de votre... J'ai rétabli mon son, ça va. Ça, c'est bon. Juste le partage de la présentation. Je vous confirme dès qu'on la voit aussi. Alors, Vous la voyez? on la voit dans le PowerPoint. Il faudrait la mettre en plein écran et C'est recommencer bon. par le... Pas encore, non? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, là, c'est le premier slide. C'est bon, le webinaire est à vous. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour, je me présente, je suis Jefferson Conchi, ingénieur chez COCERT. Aujourd'hui, je vais vous parler des bilans carbone. Donc, COCERT, mon entreprise, a été créée en 2009. Nous sommes une entité du groupe CEDEC et partenaire de NeoBuild et de l'Institut de formation sectorielle du bâtiment. Nous possédons des compétences en construction durable, en hygrothermie, test d'étanchéité à l'air, thermographie. Nous avons aussi de l'expertise en pathologie du bâtiment et en audit énergétique. Depuis 2013, nous réalisons des bilans carbone et nous avons contribué à l'élaboration de l'outil luxembourgeois de quantification des impacts environnementaux des matériaux dans la construction en 2015. Donc, dans quel contexte réalisons-nous un bilan carbone? Il existe 4 contextes. Le contexte législatif. Là, on parle du plan national en matière d'énergie-climat qui fixe les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% pour 2030 et 100% en 2050.
par rapport à 1990. Le contexte environnemental qui tient compte des enjeux climatiques, de la taxe carbone qui va passer entre 2023 et 2026 de 30 à 45 euros par tonne équivalent de CO2. Le contexte économique également, avec le mécanisme de compensation à l'échelle européenne, l'image de marque des entreprises, le contexte social qui inclut la prise en compte des parties prenantes. Donc, le bilan carbone est une méthode inspirée de la norme ISO 14064, qui est un ensemble de méthodes, de démarches de progrès en matière d'évaluation et de réduction des gaz à effet de serre. Le public concerné par un bilan carbone sont les organisations. Quand je parle d'organisation, je parle d'entités économiques dans les entreprises et aussi les ASBL parfois. Les collectivités, dont les communes, et les territoires, on peut parler des régions, des cantons et des nations, des pays. L'objectif d'un bilan carbone est bien sûr la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on retrouve dans un bilan carbone, on a les gaz à effet de serre qui seront quantifiés. Les gaz à effet de serre qu'on retrouve dans la nature sont le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le méthane, les oxydes d'azote, les hydrofluorocarbones, l'hexafluoro de soufre. Donc, la tonne équivalente de CO2 est l'unité qu'on utilise pour quantifier les impacts d'un gaz à effet de serre. Donc, ce qui signifie que si on émet 1 tonne de méthane, ce serait équivalent à 25 tonnes de CO2. Les facteurs d'émission sont des coefficients d'émission en fonction d'une activité et d'une quantité de base. Les postes d'émission ou les postes émetteurs sont des grands thèmes qui sont liés au fonctionnement, à l'activité ou l'organisation. Et à partir de ces postes, on peut relever des émissions de gaz à effet de serre. Les scopes sont des cadres qui définissent le niveau d'implication d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, comment est-ce qu'on réalise un bilan carbone? On le réalise en 5 étapes. La première étape consiste à désigner un expert. Cet expert va s'appuyer sur un pilote technique au sein de l'entreprise avec lequel on va procéder à la sensibilisation des équipes internes en ce qui concerne l'effet de serre et le réchauffement climatique. La deuxième étape sera de définir les périmètres temporels, c'est-à-dire définir la période pour laquelle on va quantifier les émissions de gaz à effet de serre, organisationnel pour définir quelles sont les entités qui sont contrôlées par l'entreprise et fonctionnel pour détailler le flux d'activité de l'entreprise. En troisième partie, on va procéder à une collecte de données. Ça peut être à partir de la ressource comptable, à partir du service de logistique, des partenaires de l'entreprise. Et ensuite, on va exploiter les résultats. Lorsqu'on exploite les résultats, il sera question de définir des risques et des opportunités en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et en 4, on va mettre en place un plan d'action qui visera à réduire l'émission des gaz à effet de serre. On parle ici des efforts de décarbonisation. Et en étape 5, il sera question d'éditer un rapport du bilan carbone et un rapport d'amélioration du bilan carbone. Donc, ici, sur ce graphique, on illustre les scopes. Il en existe 3, le scope 1, le scope 2 et le scope 3, et les postes émetteurs.
Donc, le scope 1 concerne directement les émissions qui sont contrôlées par l'entreprise. Donc, on va parler de la combustion des énergies fossiles pour le chauffage, par exemple. Et pour la climatisation, on a souvent recours à des systèmes qui utilisent des fluides réfrigérants. Donc, il peut survenir des fuites qu'on va essayer de quantifier. Dans le scope 2, ce sont des ressources qui sont indirectement contrôlées par l'entreprise, mais que l'entreprise utilise en son sein. Par exemple, l'électricité. Et si l'entreprise est, par exemple, connectée à un réseau de chaleur, on va également quantifier l'énergie thermique issue du réseau de chaleur. Et dans le scope 3, le scope 3 résume les interactions globales de l'entreprise avec son environnement économique, social, ça dépend. Donc, comme exemple d'activité, nous avons trois secteurs d'activité. Le secteur tertiaire, celui qui délivre les services, le secteur de la construction et le secteur agroalimentaire. Les postes d'émissions considérables en GES pour le secteur tertiaire sont l'électricité, la combustion, dont le chauffage, les besoins de chauffage, et le déplacement des personnes. Pour ce qui est du secteur de la construction, on a le fret, le déplacement, l'achat de matériaux, les déchets issus de la construction et la consommation en combustible, parce que dans la construction, on utilise déjà des engins qui consomment beaucoup de diesel, et aussi les entreprises de construction livrent des bâtiments qui sont utilisés et qui consomment également des énergies. Donc, on doit tenir compte de la consommation en combustible. Donc, pour le secteur agroalimentaire, c'est l'électricité principalement, la combustion pour le chauffage aussi, l'achat de matières premières, les déchets et parfois les eaux usées. Donc, le but d'un bilan carbone est d'identifier les postes les plus émetteurs, évaluer la dépendance aux énergies fossiles, réduire cette dépendance, évaluer la vulnérabilité de l'organisation en termes économiques. Il faut donc mener à bien une réflexion stratégique sur le développement de l'organisation, tel qu'on pourra anticiper sur les contraintes réglementaires à venir et améliorer l'image de l'organisation. Donc, au Luxembourg, il existe des kits pour pouvoir bénéficier des aides étatiques lorsqu'on réalise un bilan carbone. Dans le cadre du programme avec Lux Innovation, Fit for Sustainability, toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, elles peuvent bénéficier des subventions étatiques. Selon leur taille, on peut, pour les grandes entreprises, bénéficier de 50%, 60% pour les moyennes entreprises et pour les petites, 70%. Et il faut tenir compte d'un plancher et d'un seuil de rémunération de l'expert qui réalisera le bilan carbone. Donc, la procédure de demande d'aide peut prendre environ 1 mois et demi, parfois 2 mois si on s'y prend un peu tard, et elle démarre chez Lux Innovation, où il va falloir identifier l'entreprise et obtenir une certification donc avec l'expert. Ensuite, introduire la demande de dossier, un dossier de demande d'aide au ministère de l'économie. Une fois que la décision affirmative du ministère de l'économie nous sera rendue, on pourra procéder à la réalisation d'une étude environnementale. Et son délai est de 6 mois maximum. À la fin de la réalisation du bilan carbone, il va falloir déposer un rapport et les factures qui attesteront que
l'expert a bel et bien été rémunéré selon le cadre législatif. Donc ici, nous pouvons nous apercevoir que depuis l'adoption de la directive sur les rapports de développement durable des entreprises, il existe une chronologie qui a été mise en place au sein de l'Union européenne afin que toutes les entreprises puissent délivrer des rapports sur le bilan carbone. Donc, à partir de janvier 2025, les entreprises de plus de 500 employés seront, contraints de publier des rapports sur les données de 2024. À partir de 2026, ce sera le tour des grandes entreprises. Toutes les grandes entreprises seront concernées à partir de janvier 2026. À partir de janvier 2027, ce sera le tour des petites et moyennes entreprises. Et en janvier 2029, toutes les entreprises étrangères qui font un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros au sein de l'Union européenne. Ici, justement, à partir de la directive, on peut embrayer sur la norme ESRS E1. C'est une norme qui promeut la responsabilité sociale des entreprises. Et le défi pour les entreprises seront de fournir les données détaillées des efforts de décarbonation, une contribution quantifiée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et fournir un rapport d'analyse des effets financiers à court, moyen et long terme, des risques matériels et de transition lorsqu'on évaluera le bilan carbone. Donc, selon la prochaine réglementation, il sera question pour les entreprises de détailler leurs performances en fonction des objectifs qu'elles se sont fixés, de quantifier en tonnes équivalentes de CO2 les émissions de gaz à effet de serre et de se fixer des objectifs clairs de réduction en termes de pourcentage d'ici 2025 par rapport à une année standard. Généralement, c'est l'année 2024 sera utilisée pour les plus grandes entreprises qui ont déjà été soumises à l'ancienne directive NFRD. Donc, ici, on parle, pour insister sur cette norme ESRS E1, il existe des mesures cibles qui contraindront les entreprises à procéder à des méthodes de tarification interne de leur carbone, à spécifier leur consommation en énergie, y compris l'intensité énergétique. Donc, lorsqu'on parle d'intensité énergétique, on parle du rapport de la consommation énergétique sur la production de richesse, le chiffre d'affaires, mais à l'échelle d'un pays, c'est la consommation en énergie rapportée sur le PIB du pays. Et il va falloir tenir compte obligatoirement des scopes 1, 2 et 3 pour quantifier intégralement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous pouvez nous contacter si vous avez des questions plus précises. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vois que nous avons déjà une question. Si ça ne vous dérange pas, on reprendra toutes les questions à la fin. Comme ça, on centralise tout. Mais je vous garde sur ma liste questions Sales Angela. Il n'y a pas de souci. Petite information en plus sur la CSRD qui ne concerne pas que le bilan carbone, mais qui est plus vaste. On est en train de préparer tout un plan d'information au niveau de la Chambre des métiers. Il y a déjà eu des événements là-dessus au mois de décembre. Donc,
ça peut sembler grand, mais vous tracassez pas. On va vous aider aussi avec ces nouvelles réglementations qui vont arriver. Gardez juste en tête pour les petites entreprises qui ne sont pas cotées, il n'y a pas d'obligation de faire le rapport, mais si vous êtes dans la chaîne de valeur d'une grande entreprise, elle peut vous demander des informations pour eux avoir le contenu pour leur rapport. Donc, il y a des standards volontaires qui existent, mais comme dit, on va vous donner plein d'informations là-dessus dans le courant de l'année, donc vous tracassez pas. Super. Donc, merci beaucoup, Monsieur Conchi, pour ces explications sur le bilan carbone qui donnent un petit peu une vue globale pour comprendre qu'est-ce qu'un bilan carbone. On va passer à Samuel Gillesen de la Climat Agence qui va nous expliquer les objectifs de décarbonation du pays et les mesures pratiques pour les PME. Si tu veux bien partager ton écran, il arrive. On le voit, c'est bon. On ne t'entend pas encore, par contre. Ton micro est éteint. Samuel, tu arrives à mettre ton micro? Voilà, c'est beau comme ça. Oui, c'est bon, on t'entend. Et maintenant, il faudrait qu'on me voit aussi. Parfait, merci. Merci Lisa. Bonjour à tous et à tous. Mon nom c'est Samuel Gillesson, je suis responsable du département entreprise au sein de Climat Agence et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les mesures pratiques pour les PME en faisant le lien avec les objectifs de décarbonation nationaux. Tout d'abord, je ne sais pas, est-ce que ça a changé le slide? Ah voilà. Voilà, c'est bon, ça a changé. Parfait, super. Tout d'abord, qui est Climat Agence? Donc en fait, la mission de Climat Agence, c'est d'accompagner tous les acteurs de la société luxembourgeoise sur le chemin de la protection du climat et de la transition énergétique. Nous sommes portés par 3 ministères, respectivement le ministère de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité, le ministère de l'Économie et aussi le ministère du Logement et de l'Aménagement du Territoire. Nous sommes également partis par 2 acteurs institutionnels, respectivement l'OAI et la Chambre des métiers. Donc en fait, notre offre se ventile suivant 4 publics cibles, notamment les particuliers, les communes, les professionnels et aussi les acteurs étatiques. Au niveau des particuliers, on propose une hotline et aussi du conseil de base à domicile pour vos projets de rénovation et de construction. Au niveau des communes, on est gestionnaire du pacte climat avec les communes, où nous gérons le catalogue de mesures, les conseillers, mais aussi tout ce qui est auditeur et certification. Au niveau des acteurs professionnels, vous connaissez peut-être le cadastre solaire ou l'initiative Stroombeweegt au niveau de l'électromobilité. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous présenter en partie, en tout cas, le catalogue de mesures du Klimapact für Betriebe. Tout ça au niveau présentation de Climat Agence. Maintenant, qu'est-ce que la décarbonation? Donc, Jefferson vous a présenté les détails du bilan carbone juste avant en mettant en évidence les différents scopes. Mais aujourd'hui, pour ma partie de présentation, j'aimerais bien vous proposer une définition un peu simplifiée par rapport à ça. Donc en fait, c'est la décarbonation, c'est la réduction des émissions carbone engendrées de façon directe ou indirecte par l'activité de l'entreprise. Et donc, quand on voit émissions carbone, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion d'énergie fossile principalement. Pour mettre ça dans un contexte national, en fait, le Luxembourg a rédigé un document qui s'appelle le Plan national intégré en matière d'énergie et de climat du Luxembourg, où en fait, il y a 6 dimensions qui sont la décarbonation, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, mais aussi la sécurité d'approvisionnement énergétique, les marchés de l'intérieur de l'énergie et la recherche, l'innovation et compétitivité.
Mais en fait, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les trois premières dimensions, où en fait, il faut dire que il y a une première version du PNEC qui a été publiée en 2020. Mais en fait, on est en train de la refaire. Et donc, en fait, il y a un projet qui date de juillet 2023, mais qui est à notifier à la Commission pour fin juin de cette année-ci, où on a rehaussé les objectifs en termes d'énergie renouvelable. On peut voir que par rapport à 25% d'énergie renouvelable en 2000 jusqu'en 2030, on est monté à 37%. Et au niveau de l'efficacité énergétique, il y avait un objectif de 40 à 44%, et en fait, à la première version, et en fait maintenant pour la version 2024, on propose 44%. Et je pense qu'au niveau décarbonation, vous connaissez tous le Fit for 55, donc les moins 55% au niveau des émissions à gaz à effet de serre. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant au niveau des entreprises? Déjà, un premier message que je voulais vous faire passer, c'est la majorité des entreprises a déjà commencé ou a déjà fait des mesures de décarbonation sans vraiment garder en mémoire que ce sont bien des mesures de décarbonation. Et ça se fait comment? Déjà, au niveau de la dimension d'efficacité énergétique, il s'agit de faire quoi? De réduire les consommations et de substituer des vecteurs énergétiques qui sont pas efficaces du tout, comme par exemple l'air comprimé, et de la faire remplacer par de l'électricité pour des applications spécifiques. Mais aussi, il y a une autre composante, c'est les énergies renouvelables, où l'idée, c'est plutôt une expansion de la production d'énergie. Mais en fait, ici, j'aimerais bien aussi attirer... Samuel, on ne t'entend plus? Ah, c'est bon. C'est bon maintenant? C'est bon, désolé, tu as été coupé un petit instant. Ok, pardon. Donc en fait, j'aimerais bien vous transmettre l'idée, c'est au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi garder en tête que les émissions sont liées à des consommations d'énergie. Les consommations d'énergie, c'est de l'utilisation des ressources. Et à la fin, qui dit ressources dit aussi coût. Donc à la fin, j'aimerais bien faire le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de l'entreprise. Donc je pense que pour toute entreprise, c'est assez naturel d'aller sur le chemin de la décarbonation parce qu'in fine, on vise de réduire les émissions et donc du coup à la fin des coûts. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer un peu où se trouve le potentiel au niveau de l'entreprise, au niveau des applications. Donc, premièrement, si on commence par le haut, on a la récupération de chaleur, notamment la chaleur fatale. Je vais revenir par après sur ce point-là. Puis, on a toutes les petits changements qui, à la fin, ont un effet de masse qui sont cachés dans tout ce qui est outils informatiques. Vous avez également, au niveau des 30% de potentiel, l'air comprimé et l'éclairage. Au niveau de l'air comprimé, il s'agit souvent comment dire, de substituer l'air comprimé avec de l'électricité. Au niveau de l'éclairage, je pense que c'est une mesure qui est assez bien connue au niveau du relamping. Et puis, on a tout ce qui est lié au niveau chaleur et froid de processus. Donc là, il y a pas mal de potentiel d'optimisation. Et aussi, dans le même cadre, mais ici, on est plutôt visé confort, c'est le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et la ventilation et la climatisation des locaux. Puis, on a les pompes et les moteurs électriques qui ont plutôt des potentiels d'optimisation générationnelle où on va aller chercher quelques pourcents, une amélioration de quelques pourcents à chaque passation de génération de moteur.
Et pour revenir à la récupération de chaleur, ben, j'aimerais bien vous donner le message qu'à la fin, la chaleur, surtout la chaleur fatale, c'est une énergie que vous avez déjà payée. Donc, il serait vraiment essentiel d'utilisation. Maintenant que je vous ai montré où se trouve Samuel, le potasse. désolé, tu as été coupé à utilisation. Euh, donc, ce que je voulais vous dire au niveau de la récupération de chaleur fatale, en fait, il est vraiment essentiel que, que vous utilisez le potentiel au maximum parce que c'est une énergie que vous avez déjà payée. Et maintenant que je vous ai montré le potentiel au niveau application, mais comment aller chercher ce potentiel? Donc, ben, premièrement, il y a l'efficacité énergétique où on va parler surtout optimisation. Il y a tout ce qui est réseau de chaleur et de froid, en fait, qui se prête très bien pour l'utilisation du potentiel de la chaleur fatale. Au niveau des énergies renouvelables, ben, comme je vous ai dit auparavant, c'est intéressant de, de, de pousser au maximum l'installation d'énergie renouvelable et ça va ensemble avec l'adaptation du produit ou encore de technologies et de processus parce que souvent les produits sont adaptés de façon à demander par exemple ou le processus est adapté de façon à réduire la température nécessaire dans le processus et c'est à ce moment-là que devient très intéressant les énergies renouvelables, comme par exemple, on pourrait substituer une installation de production sur base d'une énergie fossile avec une pompe à chaleur. Et ici, j'aimerais bien vous présenter ce petit slide pour dire que pour le lancement du Klimapact für Betriebe, nous avons fait appel à un expert suisse qui nous a présenté le KMU modèle, qui est un programme en Suisse qui tourne depuis 10 ans, ou qui essaye d'amener les entreprises sur le chemin de la décarbonation. Et en fait, au niveau de leurs statistiques, des mesures mises en place, on peut constater que ben, quasi la moitié sont des mesures qui sont au-dessous de 5 000 francs. Donc on va dire qu'un franc s'approche de l'euro aujourd'hui en tout cas. Et plus que 80% des mesures mises en œuvre sont en-dessous de 50 000 francs. Donc, en fait, ce que je veux dire par ça, c'est en fait, il n'y a pas toutes les mesures qui coûtent de décarbonation qui coûtent une fortune et c'est vraiment le temps pour se lancer. Donc maintenant, j'aimerais bien vous présenter l'outil que nous proposons au niveau des mesures de décarbonation, qui est le Klimapact für Betriebe. Donc, comme je vous ai dit, ça a été lancé l'année dernière en janvier. Le projet est porté par le ministère de l'économie et par le ministère de l'environnement et qui est mis en œuvre par Lux Innovation et Climat Agence. Et en fait, l'idée, c'est de soutenir les PME luxembourgeoises dans leurs efforts de décarbonation et de transition énergétique. Et il s'agit de structurer et de rendre accessible l'offre du marché, donc du conseil, du catalogue de mesures et d'outils, en coordination avec le secteur et les acteurs du marché. Donc, en fait, l'outil que je vais vous présenter juste après, le catalogue de mesures, ben, il a été coordonné avec toutes les parties prenantes pour donner une image fiable de ce qu'on peut mettre en œuvre. Maintenant, je vais vous présenter l'outil. Donc en fait ici, on retrouve le catalogue de mesures avec les différentes mesures. Il y a moyen de filtrer par rapport au secteur d'activité, par rapport à la thématique, mais aussi par rapport à l'application. Au niveau des mesures même, vous voyez les petits boutons qui montrent en fait s'il y a un accompagnement, s'il y a une aide financière ou autre.
Donc en fait, comment ça se présente? Donc tout d'abord, vous avez une description générale pour expliquer en 3 phrases de quoi il s'agit de la mesure. Puis dans la mesure simplifiée, vous avez des questions à vous poser quand vous allez contacter un fournisseur, par exemple. Et vous avez dans un menu tiroir tous les outils, les accompagnements, mais aussi les points de contact pour les aides à votre disposition pour que vous ayez un accès direct à ces informations-là. Et tout en bas, vous pouvez contacter Luxinnovation ou Climat Agence pour une question technique ou plutôt orientée aide. À côté de la mesure simplifiée, vous avez également la mesure plus technique. On va aller un petit peu plus dans le détail, dans le sens où on va demander à définir les besoins, on va identifier la solution et on va mettre les aides qui sont disponibles pour un tel type de mesure en avance. Et ce, au bon endroit, parce qu'il ne faut jamais oublier l'effet incitatif, mais je suis sûr que Emmanuel vous rappellera ça tout à l'heure. Donc, au niveau des aides, on va décrire rapidement les différentes, le contenu des aides et aussi les points de contact surtout, parce que l'idée, c'est que vous contactez directement ceux qui savent vous faire les dossiers, respectivement vous aider à la rédaction des dossiers d'aide. Voilà, ça c'était au niveau théorique. Maintenant, on sait que vous aimeriez bien utiliser l'outil en tant que catalogue de mesures pour vous. Donc en fait, on a créé une possibilité d'exportation et de sélectionner différentes mesures pour créer votre catalogue de mesures personnalisées. À côté de la théorie, il y a aussi les cas pratiques où on aimerait bien vous montrer qu'on ne parle pas uniquement de cas pratiques, de cas théoriques, mais que ça fonctionne. Attendez toujours, j'espère que oui. Et en tout cas, l'idée, c'est de vous présenter des entreprises qui ont mis en place des mesures. On va présenter un petit profil de l'entreprise. On va raconter l'histoire de l'idée à la mise en œuvre en passant par la conception. Et on vous présente également le résultat d'économie. Donc, par exemple, ici, c'était le cas de Gilles Touling qui ont investi dans un capteur pour détecter les fuites d'air et qui, à la fin, font qu'ils ont réalisé une économie de 30 000 € à l'année. Pour aller un petit peu plus dans le détail, excusez-moi, par rapport à ça, j'aimerais bien mettre en évidence encore deux, trois exemples. Donc ici, on va parler de la menuiserie Becker qui a fait un relamping. Et donc en fait, ils ont fait un changement de technologie, qui ont tout simplement travaillé avec leur électricien et qui ont fait une demande à la House of Sustainability via la Chambre de métier pour profiter d'un SME Package Sustainability, qui est un voucher de 5 000 € pour vos projets. Et en fait, à la fin, l'économie était autour de 27 MWh annuels. Le prochain exemple, on va parler de DHL Express. Donc en fait, je vous ai montré rapidement les différents scopes tout à l'heure et Jefferson vous a parlé du scope 3. Et en fait ici, c'est typiquement un exemple qui va aider aux entreprises au niveau du scope 3 parce qu'en fait, ils sont fournisseurs en aval ou en amont. Donc DHL, dans leur initiative Go Green Plus, ils ont pris la décision d'électrifier une partie de leur flotte de véhicules. Et en fait, ici, ce qui était crucial pour eux, c'était l'optimisation des tournées. Parce qu'en fait, comme vous savez bien, les voitures ou les camionnettes électriques, ils ont un autre comportement ou une autre utilisation que les véhicules thermiques. Donc, tout le brainpower a dû être mis dans l'optimisation des tournées. Et en fait, à la fin, pour eux, c'était plutôt au niveau image de marque, mais aussi au niveau de l'avantage concurrentiel par rapport
à leurs concurrents au niveau Scope 3 parce qu'ils ont pu proposer une prestation bas carbone. Et puis le dernier exemple, c'est l'optimisation d'une piscine du camping Noormarleen. Et en fait, ils ont substitué leur chaudière thermique par un système pompe à chaleur et panneaux solaires thermiques. Au niveau de l'aide, ils ont fait la demande d'aide à leur compte au niveau du guichet et la chaudière thermique qu'ils ont toujours gardé en réserve. Et là, depuis ce jour, il n'a pas encore servi. Et puis, donc, vous voyez au niveau des exemples, mais aussi au niveau du catalogue de mesures, on propose des mesures au niveau optimisation et installation de nouveaux systèmes. Ça, au niveau chauffage froid, air comprimé, ventilation, mais aussi enveloppe du bâtiment, infrastructure de serveurs et même on parle de sensibilisation des collaborateurs. Et puis pour finir, ben, j'aimerais bien que vous retenez juste quelques trois phrases de ma part. Donc j'espère que j'ai pu vous montrer que la décarbonation n'est pas un concept sorcier, même si le plan stratégique paraît très loin des entreprises. Chacun de nous a son rôle à jouer et aussi toute entreprise. Donc, vous faites partie de la solution. J'espère aussi que vous avez vu que vos collègues mettre déjà des mesures en place. Donc, inspirez-vous de vos collègues et surtout, ben, commencez aujourd'hui parce que ben, toute émission non émise, ben, c'est une de moins. Merci pour votre attention et si jamais vous avez encore des questions, je suis encore là tout à l'heure. Merci beaucoup Samuel pour ton intervention. Donc je pense que vous l'avez tous compris, c'est le moment d'être inspiré et vous avez déjà aussi eu un petit peu une idée avec le schéma de Samuel au départ qui disait quelle mesure a le plus gros impact au niveau de la décarbonation. Mais là, on va aussi continuer à vous inspirer avec 2 success stories d'artisans qui ont déjà mis des choses en place. Donc là, on va aller chez l'Ecolapse qui va nous expliquer un peu leur démarche de durabilité et leurs produits zéro émission pour la construction. Donc, monsieur Hugues Vincent, vous pouvez y aller. Ça va, on vous entend, m'entendez donc bien, juste oui, la parfait. présentation. Alors, je vais partager mon écran. Je vous dis dès que c'est bon. Ouais. Alors, ça s'affiche pas. Voilà, plein écran, c'est bon, C'est vous bon? pouvez y aller. Parfait. Donc, merci à tous d'être là. Donc, je travaille à l'Ecolabs depuis maintenant presque 3 ans. On est une entreprise de construction bois. Et je vais vous expliquer en quoi ce sujet de décarbonation nous intéresse, avec peut-être un angle un peu différent, comme il vient d'être dit. Nous, on propose un produit décarboné. Donc avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'ai repris une infographie que je trouve intéressante, qui était dans un quotidien français, un journal quotidien français, qui montre un peu notre budget carbone, restant par rapport aux objectifs, proposés par le GIEC, pour, ne pas dépasser les 1,5 degré d'élévation de température. Donc on a un budget carbone de 500 gigatonnes de CO2 équivalent. Donc, dans la première intervention, a déjà été expliqué ce qu'était un bilan carbone et donc l'équivalent, la donnée CO2 équivalent. Donc on a un budget de 500 gigatonnes et on émet 37 gigatonnes par an. Et donc on voit que si on reste sur cette tendance, on va forcément dépasser cet objectif et donc on irait dans le mur. Donc à l'échelle de la construction, qui est le sujet qui nous intéresse, nous, à l'éco, on a un pouvoir d'action parce que la construction, représente, une grosse part des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et l'utilisation des matériaux pour la construction, une part non négligeable avec, le béton armé, qui est le matériau le plus carboné dans la construction, pour la superstructure, qui représente, autour de 15 des émissions de CO2 à l'échelle de notre planète. Donc c'est nous, partant de
cette donnée-là, on veut proposer une alternative qui est crédible au béton armé. Avant de rentrer encore dans le vif du sujet, je voulais juste faire un petit pas de côté et montrer aussi à l'échelle individuelle ce qu'on peut faire sans avoir de discours moralisateur, mais c'est pour mettre en perspective un petit peu les ordres de grandeur. Donc nous, à titre individuel, on émet autour de 10 tonnes par an de CO2. Et l'objectif pour atteindre, l'objectif, c'est de réduire cette part par 5 et donc d'émettre aux alentours de 2 tonnes par an. Donc c'est pas si facile, il va falloir aussi changer nos habitudes à titre individuel. Des pistes, mais qu'on commence à connaître de plus en plus, c'est peut-être de changer un peu notre alimentation ou nos modes de transport qui sont des, des parts importantes dans notre bilan carbone à titre individuel. Bon, ça, c'est pas pour. J'ai pas d'ambition ici militante, mais c'est pour montrer un petit peu les ordres de grandeur. On peut avoir aussi un impact à titre individuel, même si en proportion, on le voit par rapport à un projet de construction comme un très grand stade, où le bilan carbone est de 100 000 tonnes, ça paraît dérisoire, mais en fait, à l'échelle de la planète et au nombre d'habitants qu'on est, on peut aussi avoir un impact à titre individuel. Mais nous, dans la construction, donc comme je disais, les matériaux de construction ont un fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc les choix qu'on va faire au quotidien en tant qu'acteur dans la construction peuvent avoir un impact et c'est à nous aussi de changer les habitudes de l'intérieur en quelque sorte. Donc l'ECO a été fondé en 2017 pour répondre à cette problématique et proposer une alternative crédible au matériau béton armé qui est couramment utilisé dans la construction parce qu'il est pas cher, parce qu'il est facile d'utilisation et qu'il a des avantages certains, mais on doit changer nos modes constructifs. Donc, je disais, on propose un produit de construction bois. Donc, comme on le voit à droite, je vais rentrer un peu dans le détail de chacune de ces briques ici qui composent l'innovation à l'éco. Et ce produit innovant, il n'est possible que via le développement d'un logiciel en interne et également le développement d'une chaîne robotisée. Je passerai rapidement sur ces deux éléments qui sont un peu moins importants aujourd'hui. Mais le produit, en fait, c'est donc le premier produit qu'on a développé, c'est un élément vertical de mur qui s'adapte en fonction des charges à reprendre. Donc, comme on le voit un peu sur la droite, plus il y a de charges à reprendre, plus le mur va être composé, va avoir une densité de bois importante. Donc nous, on veut utiliser la bonne quantité de matière au bon endroit. Donc si un mur a peu de charges à reprendre, on va mettre peu de bois. On fait une optimisation topologique, donc on vient minimiser la quantité de matière suffisante dans chaque panneau de bois, ce qui permet de laisser apparaître des vides et de remplir ces vides avec de l'isolant. Donc l'objectif, c'est d'avoir une approche frugale, d'utiliser le moins de matière possible pour répondre aux besoins structurels et de pouvoir isoler notre panneau. Donc l'isolation qui a aussi l'intérêt de proposer une enveloppe thermique intéressante et ça a aussi un impact sur le réchauffement climatique. Donc comment ça fonctionne? Juste quelques petits slides pour montrer un petit peu. Nous, on travaille beaucoup, peut-être que si vous êtes familier avec la construction, vous avez déjà entendu le mot BIM. Donc on travaille, beaucoup sur ordinateur pour préparer ce qui va se passer sur chantier et pour essayer de passer le moins de temps possible sur chantier, avoir, peu de choses à faire sur chantier, juste assembler des éléments. Ça permet d'avoir moins de nuisances, il y a beaucoup d'intérêt. Donc comme on le voit, sur les photos ici, notre objectif, voilà, c'est d'avoir des chantiers le plus propre possible, et qui gênent le moins possible. Donc par essence, le produit, il est frugal comme je le disais. L'objectif, c'est d'utiliser le moins de bois possible, la juste quantité de bois. On utilise aussi beaucoup moins de colle. La colle, ça empêche la recyclabilité. Et justement, en fin de vie, j'en parlerai juste après, le fait d'utiliser moins de colle, on peut beaucoup, réutiliser, au-delà de recycler, donc on peut beaucoup réutiliser. Donc ça, c'est juste une petite vidéo pour illustrer une des 3 briques, donc qui est le logiciel qui permet de prescrire notre produit et donc le logiciel est une composante hyper importante de notre produit. Sans ça, on ne pourrait pas, déterminer la quantité, optimale de bois à mettre dans chaque panneau.
Donc comme on le voit, ça nous permet de faire ce que je disais, notre jumeau numérique, et de pouvoir placer chacune des lamelles au bon endroit. Autre brique, c'est l'automatisation de la chaîne de production. Donc, c'est être en mesure donc, comme le fait le béton armé que je décrivais tout à l'heure, c'est être en mesure de proposer un produit à grande échelle. Donc, on est obligé de mettre en place un outil industriel qui permettra de répondre à la demande. C'est pas tout d'avoir une bonne idée, mais si on peut pas suivre la demande, personne voudra travailler avec nous. Donc ici, c'est une chaîne de production automatisée qui a été développée en interne, donc avec des bras issus de la robotisation, euh, euh, comme on le trouve dans l'industrie automobile ou aéronautique, et adapté à la construction. Donc ça, c'est très novateur, mais je ne m'étends pas trop là-dessus. L'important, c'est d'arriver au bilan carbone et donc de présenter un petit peu ce qui nous intéresse ici. Nous, vous l'avez vu, là, on travaille avec des lamelles de bois. On a travaillé sur toute notre chaîne d'approvisionnement pour avoir maîtrisé au maximum notre bilan carbone, savoir d'où viennent nos ressources et comment elles sont transformées pour pouvoir avoir un impact carbone le plus réduit possible. Donc, on travaille avec des exploitants forestiers, donc des personnes qui gèrent les forêts pour des particuliers. Donc, on achète des arbres directement auprès d'eux. Après ces arbres-là, donc on appelle ça des grumes. Ces grumes, on les fait scier, ensuite sécher, puis abouter. L'aboutage, c'est simplement pour enlever les défauts dans le bois, remettre à longueur, faire des lamelles de la longueur souhaitée. Donc chacun de ces postes est bien identifié chez nous, on a travaillé là-dessus, et ensuite les lamelles arrivent chez nous. Donc comme je disais, c'est important pour nous de maîtriser chacune des étapes avant que la matière première arrive chez nous. Et nous, c'est indispensable pour plusieurs raisons. Déjà euh, pour compter, pour regarder quels sont les postes qui génèrent le plus d'émissions. Parce que nous, dans la construction, notamment sur le marché français, donc les voisins, on, il y a ils ont légiféré, et maintenant, à chaque nouvelle construction, on doit faire un bilan carbone du projet avant de pouvoir déposer un permis. Donc en fait, il y a des seuils à atteindre justement pour aller vers les objectifs européens de réduction du secteur du bâtiment. Il y a des seuils maximales à ne pas dépasser, et ces seuils vont baisser au fur et à mesure des années jusqu'en 2030. Donc les seuils vont baisser, vont être de plus en plus durs à atteindre, et on sait déjà qu'à partir de 2025, donc c'est l'année prochaine, hein, il ne sera pas possible de faire une construction tout en béton armé. Donc il va falloir trouver des alternatives. Donc le bilan carbone qui doit être fait au début de chaque projet, c'est vraiment de comptabiliser chacun des matériaux qui va être utilisé dans le projet, du béton armé dans les fondations, des murs Léco potentiellement dans les habitations, jusqu'aux plaintes, jusqu'à la peinture. Donc on compte vraiment tous les postes, on fait un bilan et on regarde la quantité d'émissions de CO2 ramenées au mètre carré habitable. Et on ne doit pas dépasser un certain seuil. Donc chacun des fabricants qui veut être acteur dans ce monde de la construction doit faire un bilan carbone de son propre produit. Donc c'est ce qu'on a fait nous. À l'échelle européenne, ça s'appelle un EPD. À l'échelle française, ça s'appelle une FDES, fiche déclarative environnementale et santé. Euh, et donc ça nous permet de dire que notre produit de construction émet tant de CO2 par mètre carré de panneau. Donc on a regardé tous les postes depuis l'extraction de la matière première jusqu'à l'installation sur chantier et même fin de vie des constructions réutilisation. Donc on a vraiment comptabilisé toutes les étapes. Ça, c'est vraiment encadré. Ça a été dit dans la première intervention. Quand on fait un bilan carbone, c'est encadré par une norme. Et donc c'est celle-là qu'on utilise pour, euh, pour pouvoir donner nos éléments. Donc ça, c'est une vidéo qui illustre un petit peu comment on a un gros potentiel de réutilisation de nos panneaux, étant donné qu'on met la matière juste là où il faut et qu'on minimise la quantité de colle qu'on met à l'intérieur. On peut non seulement recycler une partie, mais tout le reste, on va pouvoir le réutiliser. Donc 80% du panneau est réutilisable, les 20% restants sont recyclables. Donc là, on a montré à travers une petite vidéo dans le cadre de notre certification Cradle to Cradle comment on réutilise un panneau, enfin, comment on le démonte et on sépare les parties qui sont réutilisables des parties qui sont recyclables. Donc on a ramené un panneau dans notre usine,
on enlève la membrane qui fait office de protection pour en phase chantier, pour que le panneau ne soit pas exposé aux intempéries et dégradé. Ensuite, on enlève les panneaux d'isolant qui sont à l'intérieur de notre mur. Ces panneaux d'isolant, ils pourront être réutilisés tels quels, parce qu'ils ne sont pas abîmés, ils sont décoincés pour les enlever. Ensuite, on scie les parties qui sont collées, vissées. Donc ça, ce sera on distingue les parties qui sont réutilisables des parties qui sont recyclables. Donc toutes les lamelles de bois qui sont intactes, elles peuvent être réutilisées. Donc c'est du bois sain, comme on l'appelle. Donc tous ces coursons là qu'on voit, c'est du bois sain. Donc ensuite, ces petits plots là qui apparaissent de couche en couche, ça, ce sont des parties de bois qui sont collées, vissées. Donc ces parties-là, elles pourront être recyclées, mais pas réutilisées telles quelles. La membrane, c'est une membrane en polypropylène, elle peut être recyclée par le fabricant. Donc les bois sains, ils vont repartir chez notre partenaire qui fait l'aboutage. Donc l'étape qu'on va voir juste après. Donc l'aboutage, c'est l'opération que je décrivais un petit peu dans la chaîne d'approvisionnement qui consiste à faire des sortes de soudure entre les bois. Donc on enlève les défauts, on vient les mettre bout à bout. Donc comme on le voit ici, on fait un petit pain dans le bois. Et après, en poussant avec de la force, on va pouvoir les assembler et ça refait une lamelle de bonne longueur. Donc une fois qu'on récupère ces lamelles, on peut recommencer tout notre process et être capable de refaire un panneau entier. Voilà. On reprend nos isolants, on les replace à l'intérieur et de couche en couche, on va pouvoir refaire un panneau dans la totalité. Donc là, on a vraiment une démarche circulaire où on vient réutiliser, donc plus que recycler, on vient réutiliser la matière première. Donc on voit ici le panneau est un peu différent, il y avait une ouverture, donc on peut refaire des panneaux avec un tout petit peu moins de bois parce qu'effectivement on a perdu les connexions qui sont parties au recyclage. Et enfin pour finir, je pense que je suis dans les temps. Donc pour finir, juste pour vous montrer un petit peu ce sur quoi on travaille aujourd'hui et que vous pouvez voir au Luxembourg. Donc ça, c'est un projet qui se trouve à Ovalde. Heu, donc un projet de, résidence, bureau et commerce. Donc sur la partie gauche, ici, vous avez une partie résidentielle, partie droite, une partie bureau et en bas, un socle commerce. Donc un projet qui a commencé, il y a pas longtemps, en chantier. Donc il y a un beau mix entre les éléments léco, le béton, et notre produit qui est mis en œuvre par des partenaires. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu ce qu'on fait et en quoi la décarbonation nous intéresse tout particulièrement et comment on veut proposer une alternative, à aux matériaux béton armé. Voilà, merci beaucoup pour cette intervention et ce descriptif de produit. Donc, comme vous le voyez, l'Ecolabs a pris une initiative, entre autres, d'autres initiatives pour décarboner leur entreprise, c'est aussi de revoir, de proposer un produit avec le moins d'émissions de carbone possible. Donc, je pense que ça semble quand même réussi et intéressant. Mais il y a aussi tout simplement le fait de faire son bilan carbone et d'analyser où est-ce qu'on peut ajuster. Ça, c'est notre deuxième success story. Pour cette success story qui sera présentée en allemand, je demande aux personnes qui ne comprennent pas l'allemand de se mettre sur le canal des interprètes au niveau allemand. Donc vous le voyez dans le coin en bas à gauche de votre fenêtre, vous avez une petite sphère, une petite planète. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir audio d'origine, français ou allemand. Donc dans ce cas-ci, il me semble que c'était l'allemand. Non, c'est le français qu'il faut choisir et vous entendrez la traduction française de ce qui sera dit en allemand. Pour les personnes qui comprennent l'allemand, vous pouvez rester dans le Kanal d'origine. Ich sage das nochmal nur kurz auf Deutsch. Für die Personen, die jetzt zuhören, die Deutsch verstehen, ihr könnt in das Kanal bleiben, wo ihr seid. Ihr werdet die Präsentation auf Deutsch hören, ohne Probleme. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Si quelqu'un a des soucis, dites-le nous dans le chat.
Ich gebe dann das Wort gleich an Herrn Steffen Hustert von Steffen Holzbau, der uns dann die Carbon-Bilanz von Ihrem Betrieb vorstellt. Sie können Ihr Bildschirm teilen. Jo, moin. Guten Tag, wir hören Sie prima. So, man sieht auch jetzt die Präsentation. Sie können starten. Okay, Vielen Dank. wunderbar. Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Stefan Hostert, Geschäftsführer bei Steffen Holzbau. Ja, ich denke, der Vorredner hat schon alle Vorteile vom modernen Holzbau erläutert. Da brauche ich dann nicht mehr drauf einzugehen. Ich werde zeigen, wie wir unsere erste CO2-Bilanz erstellt haben. Wie entsteht so eine CO2-Bilanz? Vielleicht noch kurz zum Motiv, was wir hatten für unsere CO2-Bilanz zu erstellen jetzt schon. Wir sind natürlich als Holzbauer sowieso sehr nachhaltig unterwegs und ja, haben uns in letzter Zeit dann die Frage gestellt, wie kann man sowas auch messen? Wie können wir immer noch uns verbessern in verschiedenen Bereichen? Und so kam halt der Gedanke, für auch mal eine CO2-Bilanz dann zu erstellen. So, es wurde ja auch schon kurz darauf eingegangen, wie man sowas macht. Man braucht halt Daten aus verschiedenen Bereichen, von der Energie, vom Transport, vom Abfall und so weiter. So, und um diese Daten zu bekommen, sind wir hingegangen und haben unsere Datenbanken bei uns in der Firma angezapft, von der Finanzbuchhaltung, von der Kostenrechnung. Excel spielt dann natürlich auch noch am Anfang eine große Rolle dabei. Die Daten wurden extrahiert und sind dann quasi in dieses Tool eingeflossen, was man hier sieht, dieses Bilan Carbon. Und um daraus dann eine CO2-Bilanz zu erstellen. So. Das heißt, man muss dann teilweise noch andere Daten erheben über Mitarbeiter, Arbeitswege, Besucherkilometer und so weiter. So muss diese dann in dieses Tool überführen. Dabei ist es äußerst wichtig, auch zwischendurch mal Plausibilitäten zu prüfen. Da haben wir verschiedene Sachen entdeckt, wo man ganz schnell mal in eine Falle tappt und größere Abweichungen hat. So, das Ganze ist aber sehr interessant, weil man sieht dann, man lernt ein bisschen mehr so die CO2-Äquivalente kennen. Und zum Beispiel, was dann schon relativ extrem auffällt, ja, die CO2-Äquivalente von der Tonne Stahl zum Beispiel, die man verbaut, sind über 2210. So bei Holz sind es nur 36 Kilogramm. So, von daher sieht man natürlich, wo da große Unterschiede liegen, und man kann dann dem Vorredner nur beipflichten, wenn man sagt, Holz ist der Baustoff der Zukunft. Ja, was ganz wichtig ist, wir haben das Ganze gemacht mit Unterstützung wir haben uns Experten gesucht im Rahmen auch vom Fit for Sustainability Programm. So, wir hatten Schröder und Associates und Büro DWQ da mit dabei. Die haben uns begleitet und haben uns, sag ich mal, die Sachen in dieses Tool auch überführt. So, sehr viel Arbeit ist natürlich die Grundlagen, die Datengrundlagen zu erheben und vorzubereiten. So, und da hatten wir das Glück, dass wir eine Masterstudentin gewinnen konnten, die bei uns quasi ihre Masterarbeit über dieses Thema geschrieben hat. Und sie hat da sehr viel Arbeit gemacht, erstmal das Ganze so aufzubereiten, dass die Daten ordentlich verfügbar waren. Und also wir haben mal ausgewertet, also da gehen teilweise über 100 Stunden, kann man sagen, gingen da rein, um überhaupt mal die Datenbasis zu schaffen. So, wenn man das aber einmal gemacht hat, beim nächsten Mal, denke ich mal, dauert es nicht mehr so lang und man kann dann schneller vorankommen.
Ja, wenn man dann alle Daten in dem Tool drin hat, kriegt man quasi dann seine Ergebnisse raus. Die sieht man hier jetzt bei uns mal. So haben wir jetzt zum Beispiel im Scope 1, was unsere direkten Emissionen von uns sind, haben wir hier 462 Tonnen, im Scope 2 hauptsächlich die Elektrizität bei uns, 39 Tonnen. So, und im Scope 3, was jetzt unser Wareneinkauf und so weiter betrifft, haben wir natürlich einen viel größeren Abdruck. Das kommt aber zum Teil daher, dass wir im Moment ja ein Riesenprojekt auf dem Findel haben, den Skypark. Und da wird auch eine Menge Stahl verbaut, was wir auch verbauen. So, und das schlägt natürlich in unsere Bilanz dann mit einigen Tonnen da rein. Ja, betrachtet mal unsere eigenen Emissionen, quasi nur den Scope 1 und 2. So, dann sieht man hier an dieser Grafik, dass wir 89% von unserem ganzen CO2-Abdruck allein über den Diesel von unserem Fuhrpark emittieren. So, und ja, nur 8% noch über unseren Strombezug und nur 3% von der Energie, die in unsere Gebäude für Heizung und so weiter fließen. Ja, was sehr interessant ist, dann natürlich auch so die Handlungsempfehlungen, die nachher rauskommen. Das war jetzt bei unserer Bilanz da nicht besonders schwierig, für dann rauszufinden, wo unser größter Impact ist. So, generell kann man hier sehen, Verbesserungen in der Energieeffizienz, Modernisierung, Anschaffung im Fuhrpark, sieht man auch hier nebenan. Wir haben das auch mal simuliert. Wie würde sich unser Abdruck verringern, wenn wir die komplette Fahrzeugflotte elektrifizieren würden? Man sieht hier unten, habe ich es angekreist, das wäre ein Minus von 78%. So, dann natürlich Prozessoptimierungen, die man noch machen kann. Ganz wichtig auch, die Mitarbeiter quasi zu schulen und zu sensibilisieren auf das Thema. So, und ja, Bezug von erneuerbaren Energien. So, und dann im Scope 3 ist es natürlich dann die Verarbeitung klimafreundlicher Produkte, was wir ja größtenteils schon machen. Homeoffice ist noch eine Möglichkeit, Online-Meetings. Klar, Abfall ist auch nicht so ganz zu verachten, was da zusammenkommt, den zu optimisieren. Da ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn man, so wie wir schon lange Jahre bei der Supertrex-Kist Mitglied sind und sowieso unsere Abfallwirtschaft schon optimiert haben. Dann hat man auch von denen direkt die Abfallbilanz, die man dann mit einfließen lassen kann. So, und ja, generell die Nachhaltigkeit im Beschaffungsverfahren und so weiter. Subvention klimafreundlicher Mobilität, kommen wir gleich noch dazu. Da sind wir schon. Ja, Elektromobilität ist bei uns schon seit einigen Jahren ein Thema. Wir haben aktuell, unsere Flotte wächst ständig. Wir sind aktuell bei 35 PKWs und haben auch schon einen elektrifizierten LKW. Die Ladeinfrastruktur ist inzwischen schon gestiegen auf 28 Ladepunkte. Wir haben noch eine Schnellladesäule. Hier unten sieht man sie. So, und was ich da als Tipp mitgeben kann, ist ganz einfach, die für Akzeptanz zu schaffen, muss man im Grunde genommen das ganze Vorleben auch selbst. Ich fahre schon seit 2014 rein elektrisch und auch bei den Mitarbeitern viel Aufklärungsarbeit und ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es auch funktioniert. Ja, damit das funktioniert, haben wir unsere Ladeinfrastruktur ständig vergrößert. Man sieht es hier, inzwischen haben wir, wie gesagt, knapp 30 Ladepunkte. Ja, das war nicht ganz einfach. Wir mussten unseren Stromanschluss vergrößern, damit wir das hinbekommen. Und
haben auch trotzdem noch ein Lademanagement im Einsatz, was quasi die Ladesäulen zum Beispiel runterregelt, wenn jetzt bei uns in der Produktionshalle mehr Strom gebraucht wird, dann werden die Ladesäulen runtergeregelt und nachher wieder automatisch hochgeregelt, sodass wir, man sieht es hier unten am Lastmanagement, den zur Verfügung stehenden Strom quasi optimal nutzen. Das ist auch eine Sache, kann ich nur sehr den Leuten ans Herz legen. Die Fahrerakzeptanz bei der E-Mobilität hängt sehr stark davon ab, dass die Lademöglichkeiten auch ordentlich vorhanden sind. Wir haben das gemerkt, sobald wenn wir zu viele E-Autos hatten für die zur Verfügung stehenden Ladesäulen, dann ist die Akzeptanz natürlich gesunken, wenn die Leute abends heimfahren mussten und das Auto war noch nicht ganz voll und so weiter. Also da muss man drauf achten, wenn man da umsteigen will. Ja, dann haben wir auf der Halle eine große Photovoltaikanlage, die wurde schon 2004 errichtet. Und in diesem Jahr sind die 20 Jahre von der Stromeinspeisebindung vorbei, sodass wir jetzt aktuell die Anlage umschalten auf Eigenverbrauch und damit dann quasi unsere E-Auto-Flotte tagsüber dann laden können. Also wir haben das mal durchkalkuliert. An einem guten Sommertag erzeugt die bis zu 1000 Kilowattstunden Strom, womit man dann ungefähr 5000 Kilometer fahren kann. Ja, ein Punkt war natürlich auch energieeffiziente Gebäude. Hatten wir vom Prinzip her sowieso schon. Wir hatten schon 2008, unser altes Bürogebäude war schon ein Passivhaus-Standardgebäude im Holzbau. So, wir haben 2013 schon in der Halle die ganze Beleuchtung auf LED umgestellt. So, und jetzt unser neues Gebäude ist natürlich auch mit einem energieeffizienten Holzbauweise und ressourcenschonendem Deckenträgersystem von uns gebaut, sodass man da, wie man eben gesehen hat, schon auf ganz minimale Emissionen nur noch kommt. Ja, ich habe mir im Vorfeld von unserer Bilanzierung, wäre ich froh gewesen, ich hätte mal irgendwo einen groben Anhaltspunkt gehabt. Wo sind wir denn überhaupt? Wo kommen wir denn da raus? Was können wir denn machen? So, und habe im Nachgang jetzt mal ausprobiert. Inzwischen gibt es ja da gute Möglichkeiten. Wie könnte man denn seine eigene Bilanz mal grob abschätzen? So, habe das mal im ChatGPT, GPT-4 ausprobiert. So, und habe den gefragt, erstelle eine beispielhafte CO2-Bilanz für eine Holzbaufirma mit 150 Mitarbeitern, welche ein Bürogebäude nach dem Passivhausstandard und eine Abbundhalle in Niedrigenergiebauweise hat, 60 Diesel-PKWs, 22 Sprinter und 3 Lkw. Alle Pkw und Sprinter werden durchschnittlich 30.000 Kilometer im Jahr gefahren, die Lkws 10.000 Kilometer. So, und war überrascht, was dann schon dabei rauskommt. Ich habe das mal hier als Video festgehalten. Wenn man diesen Prompt eingibt, dann rennt ChatGPT direkt los und erstellt quasi eine kleine Struktur, was da zu machen ist. Man sieht es hier, er nimmt zuerst die Gebäudeheizung, geht davon von Werten an, so berechnet, also die Flächen habe ich jetzt nicht reingegeben, stimmen nicht ganz, aber man sieht es auch hier bei der Fahrzeugflotte, rechnet er mal grob mit irgendwelchen Annahmen. So, und man sieht es, jetzt läuft die Analyse, wo er quasi dann mit den CO2-Äquivalenten im Hintergrund das Ganze berechnet. So, und dann kommen die Ergebnisse unten raus. So, zeigt noch kurz, welche Werte er angenommen hat. So, und ja, also ich finde, für mal eine grobe Ahnung zu bekommen, in das Thema einzusteigen und auch mal
auszuprobieren, was würde denn passieren, wenn ich jetzt irgendwas umstelle. Ist das schon ein ganz interessantes Tool. Ich meine, wir hatten eben gesehen, dass wir irgendwo in Richtung davon den 500 Tonnen, also er kam jetzt hier auf 513 Tonnen, was schon sehr beachtlich nah an unserem Ergebnis dran liegt. Also wenn man sich die Analyse dann anguckt, da kann man auch sehen, welche Formeln er da zur Berechnung benutzt hat. Ja, wenn man das mal vergleicht hier mit unserer echten Bilanz, 500 Tonnen zu 513, man muss dazu sagen, wenn man das Gleiche nochmal laufen lässt, können auch mal 600 Tonnen rauskommen oder 400 Tonnen. Aber es gibt einem ein grobes Gefühl und man kann einfach mal ein bisschen rumexperimentieren und sich überlegen, was kann man tun. Man kann zum Beispiel auch fragen, wie sieht die Bilanz aus, wenn ich jetzt alle E-Fahrzeuge oder alle Diesel durch E-Fahrzeuge ersetzen würden und so weiter. Kriegt man sofort Berechnungen raus und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und für mal einen Einstieg in das Thema zu bekommen, kann ich das eigentlich nur empfehlen. Ja, das war es schon von meiner Seite und dann gebe ich dort auch nochmal weiter. Voilà, merci beaucoup. Vielen Dank für die Übersetzung. Un petit message encore aux interprètes et le son, si vous pouviez, s'il vous plaît, rapprocher votre micro et ne pas trop bouger. On a essayé de notre côté à régler le problème technique, mais peut-être que votre micro a un souci. Donc essayez de ne pas trop bouger, de le garder près de vous. Für die Personen, die jetzt auf Deutsch zugehört haben, bitte das Kanal wechseln, um auf die französische Übersetzung zu kommen. Donc, juste pour ceux qui écoutaient avec la traduction en allemand, revenez bien au canal d'origine dans l'interprétation. Nous allons continuer le reste de la présentation en français. Donc, juste pour aider un peu à résumer pour ceux qui avaient un petit peu des soucis au niveau du son dans l'interprétation française, vous avez vu un exemple avec l'entreprise de Steffen Holzbau où ils ont mis un gros investissement sur l'électromobilité et les bornes parce que leur bilan carbone avait identifié ceci comme la source principale de carbone chez eux. Petite note importante pour les personnes qui veulent investir dans l'électromobilité ou dans les bornes, les aides vont changer au mois de juin. Elles vont peut-être être liées à des critères sociaux. Aujourd'hui, elles sont encore là pour toutes et tous. Donc, si vous voulez investir dans les bornes de recharge ou dans l'électromobilité, n'hésitez pas à contacter le e-Handwerk ou moi-même et on pourra vous aider avec les différentes aides. Carmen, c'est à ton tour. Juste ta présentation, en fait, n'apparaît pas en plein écran. Elle apparaît en mode présentateur dans le webinaire. C'est bon, tu es en plein écran. Ok, super. C'est à toi. Peut-être allumer ta caméra pour que les gens voient ton beau visage. Ok. La caméra normalement fonctionne. Si vous m'entendez, tout devrait fonctionner maintenant. Ok, parfait. Donc moi, je suis Carmen Kiefer du département e-Handwerk et je vais vous expliquer quelques aides étatiques qui existent si vous souhaitez investir ou lancer votre décarbonation dans l'entreprise. Donc la première aide étatique que je vais vous expliquer, c'est le SME Package Sustainability. Les SME Packages Sustainability sont pour des projets un peu plus petits, c'est-à-dire des projets entre 6 650 et 25 000 euros hors TVA, et pour des projets qui sont soit dans le domaine de la réduction d'énergie. Un exemple qu'on voit souvent, c'est les entreprises qui remplacent leur lumière par des LED. Après, ça peut aussi être des projets pour réduire la consommation d'eau, pour réduire les déchets ou améliorer le tri des déchets.
Là, on parle souvent de projets en collaboration avec la Superdreckskust, que la Superdreckskust, elle fait un diagnostic ou une analyse chez vous et après, c'est pour la réalisation des conseils qu'ils vous donnent ou c'est que la thématique d'aujourd'hui pour faire un bilan carbone. Donc, cette aide, elle est pour les petites et moyennes entreprises. Donc, les grandes entreprises ne peuvent pas en bénéficier. Et ce qui est important aussi, c'est que pour toutes les aides étatiques, la demande doit toujours être soumise avant l'acceptation du devis du prestataire. Et ce qui est aussi intéressant est que toute entreprise peut bénéficier de 2 fois de cette aide étatique. Donc, si vous avez un projet, après vous avez encore un deuxième projet, vous pouvez 2 fois profiter de cette aide. Mais qu'est-ce que cette aide comprend? Donc, cette aide comprend en fait un voucher de 5 000 € que vous recevez du ministère. Donc, si vous êtes au minimum de 6 650 €, le ministère vous donne un forfait fixe de 5 000 € et vous avez la différence à payer vous-même, les 1 650 €. Donc, l'aide peut être assez favorable pour les entreprises. Bien sûr, vous devez payer la totalité du montant avant que le ministère vous rembourse les 5 000 €, mais c'est quand même une aide assez importante. Après, il y a, donc pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet ou nous contacter directement. Je vous laisse quelques secondes si vous souhaitez scanner le code QR. Après, je vais vous encore expliquer une autre aide, c'est l'aide temporaire impact environnemental. En fait, c'est pour les mêmes projets que je vais vous expliquer. Il y a plein de possibilités. Donc, tous les projets qui ont comme but d'augmenter l'efficacité énergétique, la production de l'énergie à partir de sources renouvelables ou la diminution de la consommation de la pollution de l'eau, le recyclage et le réemploi des déchets peuvent rentrer dans l'aide temporaire impact environnemental. La grande différence des SME packages, cette aide-ci est pour des projets plus importants et même les grandes entreprises peuvent en bénéficier de cette aide étatique. Les petites entreprises peuvent recevoir jusqu'à 70% des projets financés, les moyennes entreprises jusqu'à 60% et les grandes entreprises 50%. Donc, on parle vraiment des montants importants qui sont financés par l'État. Mais il y a quelques points d'attention, bien sûr. Donc, comme j'ai déjà mentionné, comme toutes les aides étatiques, c'est vraiment important que vous soumettez votre demande d'aide étatique avant d'accepter le devis. Le montant de l'investissement doit être supérieur à 7 500 € et le montant maximal des aides est fixé à 100 000 € par groupe ou par entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez avoir plusieurs projets, introduire la demande plusieurs fois pour recevoir soit les 70, 60 ou 50% d'aide étatique, mais vous ne recevez jamais plus que 100 000 € d'aide. Ce qui est aussi intéressant pour les 2 aides étatiques que je viens de vous expliquer, c'est que nous, le service IHANFIC, la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce pour les entreprises non artisanales vont effectuer les démarches administratives pour vous. C'est-à-dire, si vous avez des projets dans ce domaine, contactez-nous et on va vous regarder une fois le devis pour regarder si le projet rentre bien dans la structure de cette aide, dans le cadre de l'aide. Et si ça rentre bien dans l'aide, on va vous dire quel document on a besoin pour faire la demande d'aide et on va l'introduire sur le guichet pour vous. Donc, sur le prochain slide, vous voyez nos coordonnées de contact. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, par email. Et si vous souhaitez recevoir des actualités sur les différentes thématiques, vous pouvez aussi joindre notre groupe Facebook. Donc, vous avez toutes nos coordonnées. Et le dernier slide, je fais encore un peu de publicité pour notre département. Donc, on organise des événements dans le domaine de la digitalisation, d'innovation et de développement durable. Donc, si vous êtes intéressé et vous voulez toujours avoir les dernières actualités sur les thématiques, nos événements à venir, vous pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion
Vous trouvez ici le lien pour vous inscrire directement. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Carmen, pour cette présentation. Donc, comme vous l'aurez compris, il existe des aides générales pour la décarbonation et des aides plus spécifiques qui sont en lien avec l'électromobilité ou les bornes de rechargement. N'hésitez pas à contacter vos chambres respectives. Pour les artisans, la chambre des métiers; pour les autres secteurs, la chambre de commerce. On vous aidera tous avec plaisir à trouver l'aide appropriée pour votre projet. Mais il y a encore une autre aide qui est importante et qui est le point de départ quand on ne sait pas trop par où commencer. C'est Emmanuel Kipper qui va nous la présenter de chez Lux Innovation. Emmanuel, tu peux partager ta présentation, s'il te plaît? Alors, en principe, bonjour à tous. En principe, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Alors, normalement, là, c'est bon. Là, c'est bon, oui. Alors, déjà, merci de me donner la parole aujourd'hui. Désolée, Emmanuel. Pardon? Je te coupe juste un petit peu. Oui. Je pense que le mode plein écran n'est pas activé. Si tu pouvais appuyer sur les deux petites flèches pour étendre. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Parce qu'en fait, du coup, c'est un petit peu coupé, comme si ça ne prenait pas toute la place. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Comme c'était juste avant, comme ça, les personnes verront la totalité de tes slides. Je pense que comme ça, c'est bon. Ok, bah alors allons-y. Merci. Allons-y, ok, merci. Oui, donc Emmanuel Kipper, donc je suis senior advisor chez Lux Innovation, agence nationale pour l'innovation, innovation au sens large et accompagnement et sensibilisation des entreprises à l'innovation de manière très générale, soit par des mises en relation avec différents partenaires, soit avec de l'accompagnement dans des financements, qu'ils soient nationaux ou européens. Pour la partie décarbonation des entreprises, je crois que tout a déjà été dit, mais mon intervention va me permettre peut-être de remettre les choses en perspective et de continuer à enfoncer le clou. En fait, évidemment, toutes les entreprises ont un impact environnemental parce que dans le cadre de leur activité, elles vont évidemment consommer de l'eau, des matières premières, de l'énergie. Si vous êtes un blanchisseur, évidemment, vous allez consommer de l'eau. Pour le traitement du linge, vous allez évidemment utiliser beaucoup d'énergie et dégager de la chaleur. Si vous êtes un traiteur, vous allez utiliser des matières premières, vous allez vous approvisionner auprès de fournisseurs plus ou moins locaux, vous allez transformer ces matières premières, vous aurez des déchets et pour que vous ayez de la livraison à domicile, vous aurez aussi une partie transport importante. Vous êtes boulanger, vous avez des fours, de la matière première, vous avez du froid industriel, vous avez une partie livraison, vous êtes menuisier, vous travaillez le bois, vous utilisez aussi des matières premières qui viennent d'endroits différents, grandes régions, Pologne, que sais-je, vous avez aussi des déchets. Donc vous allez avoir forcément un impact environnemental au travers de ces différentes consommations et vous allez en parallèle, du fait de votre activité, émettre directement ou indirectement par votre activité des gaz à effet de serre. Donc vous pourrez réduire votre impact environnemental directement en jouant soit sur la source de ces émissions de gaz à effet de serre, et c'est la partie qu'on appelle décarbonation à proprement parler, mais vous allez aussi pouvoir vous décarboner, comme rappelait Samuel, en agissant aussi sur votre performance énergétique. Donc, vous avez plusieurs axes, on va dire, ou plusieurs leviers de réduction. Pourquoi c'est important de travailler sur la réduction de votre impact environnemental et la décarbonation de manière générale? Ça a été rappelé aussi pour différentes raisons. Une première raison dont on n'a pas parlé, mais que je voudrais quand même rappeler tout de suite, c'est en termes de recrutement. Par les temps qui courent, le recrutement est compliqué, mais dans les jeunes générations, effectivement, les nouvelles recrues sont quand même sensibles aux questions environnementales et auront tendance plutôt à aller vers des entreprises qui mènent des actions en faveur de l'environnement plutôt que d'autres qui restent sur un schéma plus traditionnel. Ça va faire partie de votre image de marque, donc c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier de valoriser. Ça fait partie de ce qu'on appelle le branding employeur. La deuxième raison, ça a été dit, c'est les contraintes réglementaires. Au niveau national, il y a les objectifs du PNEC et on vous a parlé de la directive CSRD. Alors, juste pour rappel, CSRD, ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 et elle va imposer aux entreprises de publier, en plus de leurs résultats financiers, ce qu'on appelle un reporting extra-financier, c'est-à-dire quelles sont les actions que l'entreprise a menées pour réduire justement leur impact environnemental.
Cette contrainte, elle va d'abord peser sur des entreprises de grande taille et au fur et à mesure du temps, son champ d'application va s'élargir pour concerner des entreprises de plus en plus petites. Donc, elle va concerner directement des entreprises qui seront des PME. Mais dans un premier temps, ces grandes entreprises ont des fournisseurs qui sont, elles, des PME. Et donc, pour justifier qu'elles-mêmes mènent des actions en faveur de l'impact, enfin de l'environnement, elles vont demander à leurs fournisseurs de rendre aussi des comptes et de pouvoir mesurer en tout cas leur impact environnemental. Donc c'est pour ça que par effet ricochet, quelque part, vous allez subir aussi, entre guillemets, les effets de cette directive. Et puis évidemment, le dernier argument en faveur de ces actions de décarbonation et de performance énergétique, c'est une raison économique, parce qu'on peut supposer que moins d'impact environnemental, ça veut dire moins de consommation, donc à euros constants, on va dire, peut-être pas des économies, mais au moins maîtriser les dépenses. Donc ça, c'était pour l'introduction générale, pour souligner vraiment l'intérêt qu'il y avait à aller vers la décarbonation et essayer, on va dire, de voir des opportunités dans toutes ces contraintes et en anticipant au maximum, justement pour ne pas subir les choses. Et donc, pour réaliser tout ça, en fait, on vous a présenté des solutions techniques. Donc, les fiches, je vous invite à aller voir le site de Climat Agence avec des fiches qui sont très bien faites. Vous avez des solutions financières. Donc, Carmen vient de vous parler des aides qui sont disponibles pour vous présenter les SME Package Sustainability qui vont vous permettre de financer une partie, en tout cas, d'achat, donc d'OPEX. Et vous avez aussi l'aide temporaire très intéressante qui vous permet de financer des investissements. Donc ça, c'est quand vous avez déjà identifié des projets qui sont clairement identifiés dans votre esprit. Et comme l'a dit Elisa en introduction, par contre, si vous ne savez pas très bien où vous en êtes et si vous avez besoin d'un bon point de départ, le programme Fit for Sustainability va vous permettre de financer du conseil. Donc, on n'est plus dans le financement d'achat ou d'investissement, on est vraiment dans la partie en amont de diagnostic, puisqu'en fait, vous allez pouvoir obtenir, avec l'aide du ministère de l'économie, le cofinancement des honoraires d'un consultant qui va venir réaliser une étude environnementale. Donc, c'est un terme un peu générique qui peut désigner plusieurs choses. Ça peut être une analyse de votre bilan eau. J'ai parlé des blanchisseries, vous utilisez de l'eau, vous voulez diminuer votre consommation. Vous pouvez utiliser cette aide pour faire un petit bilan eau. Vous pouvez financer un audit énergétique. Là, on est dans l'axe performance énergétique. Vous voulez vous dégager de la chaleur à l'occasion de votre processus de fabrication. Il y a peut-être moyen de récupérer la chaleur dégagée, ce qu'on appelle la chaleur fatale, pour l'utiliser pour du chauffage de vos locaux. Et on arrive effectivement à la partie décarbonation. Vous pouvez financer un bilan carbone, justement, avec le programme. Et donc, dans tous les cas de figure, quel que soit l'axe que vous aurez choisi, le bilan carbone inclus, vous aurez en plus un plan d'action. Donc, le consultant doit faire ce bilan carbone et il doit le compléter avec une liste de recommandations en termes de bonnes pratiques, mais aussi en termes d'investissement, de façon à ce que, une fois le programme terminé, une fois la mission du consultant terminée, vous sachiez exactement quoi faire. Quels investissements vous devrez mettre en place pour réduire le montant de vos émissions? Est-ce qu'il est leur priorité, leur montant, le retour sur investissement? N'importe quelle entreprise peut solliciter cette subvention. Donc la subvention, en fait, c'est le cofinancement de la mission du consultant. Le montant du cofinancement va varier en fonction de la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est de taille importante, moins elle reçoit d'argent. Donc, ça veut dire que pour une petite entreprise, le montant du cofinancement va s'élever jusqu'à 70%, une moyenne entreprise 60%, une grande entreprise 50%. Et je reprécise aussi le bilan carbone, le montant du bilan carbone, si c'est une petite entreprise, doit être supérieur à 7 500 €. En deçà, je vous invite à utiliser les SME Package. Donc, vous avez, en fonction des coûts, un enchaînement, mais de toute façon, retenez que vous avez une prise en charge et après, on vous orientera vers le bon schéma de financement. Voilà, Jefferson a expliqué la procédure tout à l'heure. Donc, en fait, vous venez avec le devis d'un consultant. On s'assure qu'il est conforme aux attentes du programme. Après, vous introduisez la demande sur guichet. L'étude démarre et vous le recevez une fois que tout est terminé, une fois que le rapport est finalisé, vous le renvoyez au ministère de l'économie et vous percevez la subvention à la fin du projet, comme dans toutes les demandes d'aide.
Peut-être encore de mon côté, juste quelques mots pour finir. Sur le site de Luxinnovation, vous trouverez encore 2 outils qui peuvent vous être utiles. Le premier, c'est le guide simplifié sur les aides à la protection de l'environnement. C'est encore un autre dispositif de financement dont on n'a pas parlé aujourd'hui parce que pour l'instant, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le dispositif le plus favorable. Et il ne reste intéressant que dans certains cas de figure limités, c'est pour ça qu'on ne l'a pas évoqué, mais voilà, vous sachez qu'il y a un guide simplifié qui concerne la loi environnement qui est disponible, et vous avez un mapping qui est une carte interactive avec laquelle vous pouvez vous amuser pour trouver des partenaires. Alors, quand on dit partenaires, c'est principalement des fournisseurs de technologies innovantes, souvent orientées digitales, mais si vous êtes aussi intéressé par des partenariats plus académiques ou par des consultants, etc., n'hésitez pas à les voir. Et j'ai oublié encore mais ça a été dit aussi à plusieurs reprises, pour les demandes d'aide, quoi qu'il en soit, si vous voulez solliciter une demande d'aide, quelle qu'elle soit, auprès de n'importe qui, ne signez jamais rien, ne vous engagez pas tant que vous ne nous avez pas consulté pour savoir quelle aide était disponible. Et avant d'avoir introduit une demande d'aide, une fois que vous avez introduit votre demande d'aide, le ministère de l'économie est en droit de considérer que une fois que vous êtes engagé dans la démarche et que vous aviez signé le devis, donc vous n'aviez pas besoin de la subvention, donc ça vous coupe tout droit à demander un financement. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler chez Luxinnovation. Et si je ne suis pas la bonne interlocutrice, ma foi, j'aurai le plaisir de vous renvoyer vers mes collègues. Merci de votre attention.